Bonjour tout le monde, et avant de commencer ce nouvel octogone, excellente année 2024 à vous tous et merci de continuer à nous suivre. Ça nous aide énormément et puis ça donne vraiment de l'ampleur aux nouvelles alternatives. Vous allez voir évidemment dans cet octogone qu'on en a de plus en plus besoin. Alors oui, 2024, on est encore en vie, rien que ça c'est une victoire, hein, vous savez. L'horloge des conflits nucléaires a toujours été avancée ces dernières semaines. C'est toujours agréable de voir que le camp de la raison est encore aux manettes, même s'il y a des abominations et des atrocités qui se passent. Et hélas, on doit en parler dans cet octogone. Alors, attaquons d'entrée de jeu. On a tellement de choses sur lesquelles on doit parler. Donc, bien entendu, l'Afrique du Sud qui a déposé une plainte contre Israël pour génocide. Vous savez qu'il y a tout un tas de recours de cette façon. Le gouvernement actuel a réagi, bien entendu, aussi bien rhétoriquement que sur le plan légal. Mais bon, au-delà de ça, la moitié du pays, je parle d'Israël, est mobilisée, l'autre moitié est dans la rue. À un moment donné, le gouvernement actuel va se rendre compte qu'il a emmené son pays dans une impasse et même si on parle des intérêts nationaux bien sentis, il va falloir à un moment donné envisager une solution à deux États. Alors, je sais que plein de gens disent non, il faudrait un seul État binational. Je salue le combat de tous les gens qui parlent de ça. Moi, j'y crois pas une seule seconde, mais je ne détiens pas la vérité. Il faut être très clair, hein. Là, c'est juste une revue d'information avec mon analyse par-dessus, donc c'est forcément limité. Mon opinion personnelle, c'est qu'une solution à un État n'a pas la moindre chance d'aboutir parce que l'enjeu absolu pour les Israéliens, c'est d'avoir un État dans lequel les Juifs puissent être souverains dans le monde. Ça mènerait à une course à la démographie si on avait un État binational, ou alors il faudrait un niveau de maturité intellectuelle-politico-spirituelle que je ne vois pas arriver en 2024. Mais, comme je l'ai dit dans une dernière vidéo, il y a une vraie opportunité pour la paix, puisque maintenant, après l'état de sidération, après toutes les conneries que l'administration Netanyahou-Ben Gvir a faites, même du point de vue de l'intérêt national israélien, c'était des conneries. Donc c'est vous dire si c'était des conneries, parce que bien entendu, du côté palestinien, c'était des conneries, des atrocités, des abominations, mais du côté même israélien, c'était des conneries faramineuses qui n'étaient ni faites ni à faire. Et pour l'instant, elles ont mené Israël dans une impasse. Mais je voulais ouvrir aussi sur l'Ukraine. On a l'Ukraine qui a fait des annonces importante. Alors vous savez maintenant, je voulais revenir juste sur cette petite annonce, je crois que c'est passé dans C'est dans l'air. Vous avez une analyste qui a dit, vous savez, on est responsable parce que on n'a pas assez aidé l'Ukraine, parce qu'on voulait pas que la Russie s'effondre. Donc vous comprenez, nous, la France, on est tellement puissant qu'on peut évidemment, en un claquement de doigts, faire s'effondrer la Russie. Et on voulait pas, parce que on est gentil, on veut pas que ça arrive. Ça créerait une telle catastrophe géopolitique. On n'a pas voulu, alors comme on n'a pas osé aller jusqu'à l'effondrement de la Russie, eh bien c'est pour ça, je cite toujours cette analyste dans C'est dans l'air, c'est pour ça que nous sommes dans une situation de non-victoire. C'est pas une défaite, c'est une non-victoire. C'est parce que on a fait exprès de ne pas effondrer l'ours russe. C'est la pensée hitlérienne. C'est littéralement de la pensée hitlérienne. Quand Hitler a envahi la Russie, il a dit, vous savez, le pays est tellement vermoulu qu'un bon coup de pied dans la porte, et il s'effondrera. C'est ce qu'avait dit Adolf Hitler. Bon, c'est la même chose, c'est du make-believe. D'ailleurs, je revoyais dernièrement cette excellente série des années 70, Les grandes batailles du passé, où vous aviez des témoins, des officiers allemands qui témoignaient. Il y en avait un qui disait, vous savez, c'était dans la propension d'Hitler de prendre ses désirs pour des réalités. Ça faisait partie de son personnage. Et on voit en fait cette pensée identique aujourd'hui dans une certaine coterie parisienne qui est complètement déconnectée de la réalité, qui tourne en circuit fermé dans les arrondissements à un chiffre, et qui a une vision du monde qui est complètement déconnectée du réel, complètement, que ce soit avec les gilets jaunes, que ce soit avec le système de retraite, que ce soit avec l'environnement, ou que ce soit donc avec l'Ukraine. C'est cette coterie dégénérée qui vraiment tourne en boucle sur les plateaux, pense pareil, fréquente les mêmes salons, fréquente, pardonnez-moi, les mêmes partous, fréquente les mêmes soirées chemsex, et pense pareil en dépit de tout lien avec le réel. Donc on a un pays, la Russie, qui fait du 3,5% de croissance, qui fait 3 fois plus de croissance que la France, plus de 3 fois plus de croissance que la France, en étant le pays le plus sanctionné depuis l'Afrique du Sud. Et nous, à Paris, dans les arrondissements à un chiffre, on était capable, avec une pichenette, de la faire s'effondrer. Donc ça m'invite à complètement revisiter même les déclarations de Bruno Le Maire. Peut-être qu'il y croyait. Peut-être que Nono le rigolo, il y croyait quand il a dit « je vais faire s'effondrer l'économie russe ». Peut-être qu'il y croyait.
Parce que si on a une personne qui arrive de bonne foi sur C'est dans l'air et qui dit ah non mais vous comprenez, on tenait la Russie entre nos mains, ça va de soi, hein, mais comme on est bienveillant, on a décidé de ne pas l'effondrer par altruisme envers le peuple russe, tout à fait. Voilà, bon, donc en face, l'Ukraine essaie d'obtenir des petites victoires de communication, abattre un drone par-ci, entamer la coque d'un navire de ravitaillement ou d'un navire semi-décommissionné par là, enfin, des trucs qui n'ont aucun impact stratégique. Cependant, qu'en face, la Russie avance, prend Avdiivka et est dans une position où, encore une fois, l'Ukraine a intérêt à faire la paix très rapidement plutôt que de massacrer sa population dans une guerre qu'elle ne peut pas gagner et qu'en fait, elle ne pouvait pas gagner. Il y a des guerres dont les seules façons de les gagner est de ne pas les faire. Il y a eu plus de 8 ans pour ne pas faire cette guerre avec les accords de Minsk. Ces 8 ans n'ont pas été saisis. Aujourd'hui, c'est une catastrophe géopolitique. Bon, quand je vois les conneries que C'est dans l'air balance, ou laisse balancer, parce que je pense quand même il y a des gens intelligents dans cette émission qui se disent, bon, ils se mettent en mode musique d'ascenseur, ils sont là, allez, on la laisse balancer son make-believe, et puis on enchaîne, parce qu'on est obligé de faire ça. Mais je vois l'intérêt de l'octogone. Bon. Autre dépêche, l'affaire Epstein. Alors, l'affaire Epstein, donc un juge balance une liste de noms, on a des rumeurs maintenant très persistantes au Royaume-Uni qui nous disent que le prince Charles envisagerait d'abdiquer d'ici quelques années pour laisser la place à son fils aîné. Non pas que le prince Charles lui-même soit mouillé dans l'affaire Epstein, mais son frère, le prince Andrew, oui. Et ça, c'était des rumeurs complotistes, et puis aujourd'hui, c'est vrai. Alors, ça commence à faire beaucoup de trucs complotistes qui sont vrais. Il va falloir que vous trouviez des amis complotistes, en tout cas à vos amis normies, hein, donc les Parisiens des arrondissements à un chiffre qui pensent que la France tenait la Russie entre ses mains. Il va falloir que vous leur recommandiez de fréquenter les amis complotistes, histoire de se prémunir, de diversifier leur portefeuille de positionnement, parce que ça peut toujours leur servir. Je rappelle que le portable de Hunter Biden, dans lequel on le voyait avoir des relations sexuelles avec des mineurs, était une théorie du complot, puis ça s'est avéré exact. On avait bien sûr tous les Conspiracy Watch et tutti quanti qui étaient là pour créer une circulation de la pensée. Des feux rouges, n'allez surtout pas par là, mon malheureux. C'est une théorie complotiste. Bon, c'était vrai, c'était complètement vrai. Qu'il y ait des agents du FBI dans les événements du 6 janvier aux États-Unis, c'était complotiste, mais c'était vrai. Etc. On va pas faire une liste exhaustive, mais en tout cas, l'affaire Epstein, c'était complotiste. Hein. Bien entendu, c'était complètement complotiste, mais c'était vrai. On avait un agent de renseignement qui, pour compromettre un maximum de politiciens et de personnages d'influence en Occident, ou en extrême-occident, incluant Bill Gates, etc., les filmait en ayant des relations sexuelles avec des mineurs. Il a monté ce réseau pendant plusieurs décennies. Il a été inquiété par la justice, puis protégé, puis finalement arrêté parce que ça allait trop loin. Suicidé ou pas, même aujourd'hui, on peut se poser la question de savoir si Epstein est vraiment mort. On est à ce tel niveau de désinformation qu'on peut légitimement se poser cette question maintenant. En tout cas, oui, c'était un agent du Mossad et de la CIA. Et le fait que ce soit confirmé que c'est un agent du Mossad, c'est Monsieur Maxwell lui-même qui l'a balancé dans une interview. Alors, la première chose que n'importe quel Israélien devrait faire, c'est une foutue interpellation à la Knesset en disant comment vous avez laissé nos services organiser un réseau avec des mineurs pour compromettre. Alors certes, ok, par la Russe, tu feras la guerre, très bien. Les compromates, on connaît, tout le monde le fait. Mais la forme de ce compromat-là était particulièrement immonde. Autant les Natacha du KGB pendant la guerre froide, pas de problème, tout le monde le fait. Autant ce qu'a fait Epstein, c'était de l'immondice absolue. Et il y a des questions qui vont devoir être posées tôt ou tard par le peuple souverain. J'insiste sur le fait que la CIA était dans le coup. C'était inenvisageable que la CIA n'ait pas été dans le coup. Alors vous allez me dire, non, c'est le FBI. Oui, bon, le FBI était aussi dans le coup. Mais on peut remonter un petit peu aux origines de ces agences, les fameuses agences à 3 lettres, NSA, FBI et CIA. Puis vous avez bien sûr aussi après l'ATF, la DEA, enfin les Three Letters Agencies. Eh bien, la CIA, depuis qu'elle existe, a mis un point d'honneur à contrôler le FBI. Alors, comment elle l'a contrôlé? Via le milieu, la criminalité, la grande criminalité organisée américaine, notamment Frank Costello, dont ce n'est plus un secret aujourd'hui qu'il détenait des photographies compromettantes de Monsieur Hoover. On sait, maintenant on le sait, c'est déclassifié, que John Edgar Hoover, le patron du FBI, qui avait des dossiers sur tout le monde, qui était un archiviste de formation,
eh bien, avait une sexualité très particulière et la mafia le faisait chanter. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle John Edgar Hoover n'a jamais voulu admettre que la mafia existait jusqu'à la fameuse commission Kefauver, les papiers Valachi, quand Monsieur Valachi Valachi en italien, Valachi aux États-Unis, a balancé que la mafia existait et a donné la structure des familles. Ça a inspiré le scénario du Parrain 2 d'ailleurs. Eh bien, jusqu'à ce moment-là, la mafia n'existe pas pour Edgar Hoover. Pourquoi elle n'existe pas? Parce qu'elle a de quoi le faire chanter. Et la CIA, qui a bossé avec le milieu de façon exhaustive, l'opération Underworld, où Lucky Luciano a été libéré de prison. Alors à l'époque, c'était pas la CIA, c'était l'OSS, mais c'était déjà une three-letter agency. Lucky Luciano donc aide au débarquement en Sicile, l'opération Husky, et à partir de ce moment-là, la CIA va utiliser le crime organisé italo-américain, notamment pour contrôler l'Italie d'après-guerre, et va maintenir des relations permanentes avec le milieu, ce qui va lui permettre deux choses: de faire chanter le FBI d'une part, d'autre part d'avoir une influence au pays, aux États-Unis, où c'est complètement illégal à la CIA d'intervenir. Mais la CIA possède un réseau de sénateurs, de parlementaires américains et même d'anciens ministres ou hauts fonctionnaires, soit qui ont fait les mêmes écoles que ces directeurs, typiquement Yale, avec la société secrète Skull and Bones, à laquelle ont appartenu George Bush père, George Bush fils et John Kerry, entre nombreux autres, soit par compromat. Et donc la CIA a tout à fait les moyens d'intervenir sur le sol américain, 100%. Elle l'a fait plein de fois, à peu près toutes les décennies. On a des preuves déclassifiées égale purgées de ce que la CIA est intervenue sur le sol américain en toute illégalité. On l'admet, on tourne la page et on dit que plus jamais on le fera, mais toutes les décennies ça se refait. Tout ça pour vous dire que l'affaire Epstein était une opération qui ne pouvait pas avoir lieu sans la CIA. Maintenant, qui a dominé qui dans cette affaire? Est-ce que c'était le Mossad qui dominait la CIA? Est-ce que c'était la CIA qui dominait le Mossad? Mon opinion personnelle, c'est que la CIA reste de très loin l'agence de renseignement la plus puissante au monde. Je vous ai donné quelques exemples dans ma vidéo sur DSK, où j'ai montré que DSK allait être protégé, son avocat allait le protéger, puis d'un coup, il y a eu un moment où la CIA est intervenue, et puis du jour au lendemain, DSK a été abandonné. Et ça, pour moi, ça montre quel est le rapport de force aujourd'hui. Cependant, retenons que l'affaire Epstein était une énième théorie du complot qui s'est avérée entièrement exacte. Entièrement. Je vous rappelle qu'on avait aussi le Pizzagate, où le terme pizza devait être utilisé pour représenter des enfants dans des réseaux pédocriminels. C'était une théorie du complot jusqu'à ce que la personne même qui avait dit que c'était une théorie du complot, proche de John Podesta, le principal suspect, elle est tombée pour pédocriminalité. Bon, ça commence à faire vraiment beaucoup de théories du complot qui s'avèrent authentiques. Ah oui, bon, on parle même pas du Nord Stream. J'arrive même plus à les retenir, toutes ces théories du complot qui se sont avérées exact. Bon, 1000 pages de documents judiciaires liés au pédocriminel Jeffrey Epstein. Je rappelle que Ghislaine Maxwell a été condamnée pour trafic d'enfants et qu'aucun de ses clients n'est condamné. C'est-à-dire que c'est la seule personne de l'histoire qui a été condamnée pour trafic d'enfants, mais qui n'a trafiqué des enfants à personne. Personne n'a payé pour avoir les faveurs du réseau pédocriminel d'Epstein-Maxwell. Personne, on ne sait pas. Voilà. Et évidemment, c'est comme tous les autres compromates, quand vous avez des listes comme ça, où vous pouvez faire chanter la moitié du pays, puis des gens très importants. Je veux dire, on parle de Bill Gates, on parle de Bill Clinton, on parle du prince Andrew, on parle même de Stephen Hawking. Bon. On a vraiment des relais d'influence que vous avez dans votre poche. Vous dites, bon, tu votes cette loi, tu fais cette déclaration, tu condamnes telle ou telle chose, telle ou telle action. Sinon, je balance des vidéos de toi en train de te taper des enfants. Et c'est abominable, mais malheureusement, c'est la réalité. Et le pire, c'est que les médias actuels, toujours la mission de l'Octogone, nous ont parlé de quoi? De l'affaire Depardieu. De l'affaire Pardon, je veux dire, c'est Depardieu, depuis la mort de son fils, il est en roue libre totale, aucun problème. Le mec, il est en freestyle, et c'est un gros dégueulasse en freestyle, comme n'importe quel humain est un gros dégueulasse en freestyle. Ok. Il a enfreint aucune loi, il est poursuivi par aucune juridiction, il est mis en examen nulle part. Il se comporte comme un gros dégueulasse en privé. Bon, c'est ça l'affaire Depardieu, fondamentalement. En face, on a l'affaire Epstein, un réseau organisé pendant plus de 20 ans qui va trafiquer des enfants, les violer en réunion, peut-être même les tuer, et les vendre à des politiciens influents. Ah bah non, on parle de l'affaire Gérard Depardieu. C'est marrant, ça. C'est priorité médiatique, sans doute. Et puis alors, j'ai même vu une hypocrisie sublime.
C'est la RTS, la radio-télévision suisse, qui a décidé de déprogrammer Gérard Depardieu à la suite de l'affaire Depardieu, alors que les mecs ont 20 ans de pédophilie derrière eux. Vous avez Raymond Zumsteg, un des anciens cadres de la RTS, qui a été le patron de l'Eurovision à Lausanne. Raymond Zumsteg a violé sa fille pendant 5 ans. Le mec est en tôle pour ça. C'était un cadre de la RTS. Vous avez Patrick Allenbach, condamné pour pédophilie. Vous avez un mec qui a été condamné pour pédophilie par contumace à la RTS, qui est en cavale. Le mec est en cavale aujourd'hui en Haïti. Il tient un resto. Vous avez une liste d'anciens pédophiles à la RTS qui ont été condamnés, qui ont fini en tôle. Vous avez l'affaire Georges RSND. Vous avez un informaticien qui est tombé sur des milliers, pas des centaines, des milliers d'images pédopornographiques sur des ordinateurs de la RTS. Donc la RTS, ils ont tellement des cadavres dans le placard, les mecs, qu'ils ont payé des nettoyeurs. Ils ont payé des nettoyeurs. C'est-à-dire, vous aviez un article de presse dans le journal Vigous, qui est un peu le canard enchaîné du lac Léman, qui avait été écrit par Monsieur Nordman. Alors Monsieur Nordman, il était journaliste et scénariste de bande dessinée. Il avait fait plusieurs Lucky Luke. Et Monsieur Nordman avait fait en 2007 un article qui s'intitulait « La RTS ne perd pas le pédophile », dans lequel il donnait déjà une liste tout à fait exhaustive à laquelle j'ai eu l'honneur de contribuer par la suite dans François, puisque François a balancé le dossier des pédophiles de la RTS. Mon Dieu, c'est le dossier qui m'a coûté le plus cher de ma vie. Jamais je n'ai été aussi harcelé, diffamé, attaqué, détruit que parce que j'avais balancé ce dossier. Autant il y a des trucs, quand j'ai fait Pfizer, j'ai douillé. Quand j'ai balancé certains réseaux, j'ai douillé. Mais alors, parler de la pédophilie en Suisse, les copains, là, on entre dans un autre niveau. Là, vous agacez des réseaux qui sont autrement plus puissants. Quoi qu'il en soit, je ne peux que m'amuser, ou en tout cas trouver cela étrange, de ce que la RTS prétende, avec tout son puritanisme habituel, se laver les mains de l'affaire Depardieu et déprogrammer tous les films impliquant le sulfureux acteur, qui, encore une fois, n'est mis en examen nulle part, n'est poursuivi par aucune juridiction, n'a même pas enfreint la loi, mais certes, je vous l'admets bien volontiers, est un gros dégueulasse depuis la mort de son fils. Bon, ok. Vous en connaissez d'autres, j'ai envie de dire. Mais la RTS, par contre, ne s'est jamais excusée de toutes les victimes des nombreux pédophiles qu'elle avait dans ses rangs, qu'elle a protégés. Je rappelle Vigous, à la RTS, on joue, c'est ce que dit Vigous, à la RTS, on joue la surprise. Quand on a un pédophile, on a « Oh !» Et alors, je vais même vous donner l'image, parce que cet article a été retiré. Quand je vous parlais de Nordman, le jour de sa mort, cet article est retiré. Vous avez aujourd'hui, si vous cherchez l'article de Monsieur Nordman dans Vigous qui parle des pédophiles de la RTS, vous verrez un erreur 404. Vous ne pouvez le retrouver que par Wayback Machine ou archive.org, les systèmes qui permettent d'avoir Internet il y a 7 ans. Mais il a été enlevé le jour de la mort du journaliste. Je plaisante pas, le jour de la mort du journaliste. Vous avez des nettoyeurs pour ça. Bon, voilà, c'est toujours marrant de voir que l'affaire Epstein, elle est là. Tout ce que dénonçait Karl Zero et pour lequel il a détruit sa carrière, c'était vrai. Et c'était présenté comme une théorie du complot par tout un tas de personnes qui aujourd'hui devraient mourir de honte si elles avaient encore une capacité à la honte. Et dans le cas de la RTS, je peux que m'éclater de rire. Parce que, encore une fois, de la même façon qu'en Ukraine, on avait quelqu'un qui nous sortait, oui, on est en situation de non-victoire, c'est comme, vous savez, un Paris Soir, etc., ou Radio Paris pendant la Deuxième Guerre mondiale, on est en situation de non-victoire, mais c'est parce que, vous comprenez, on tenait Moscou entre nos doigts, mais on n'a pas voulu, par grande magnanimité, on n'a pas voulu écraser Poutine, le fameux prend ça Poutine de quand on devait couper son chauffage, puisque je rappelle que c'était ça les mesures que la France était censée opposer à Poutine pour, je cite, effondrer l'économie russe. Donc l'affaire Epstein, c'était vrai, et voir l'hypocrisie de la RTS me rend absolument... Je m'éclate de rire. Quand je vois vraiment... ces types qui, en bons puritains, arrivent « Oh là là, vous savez, nous, on est tellement impeccables et tellement insoupçonnables. » Bon, on a juste 6 pédophiles condamnés dans nos rangs, dont un type qui violait sa fille et qui est au Newf pour ça. Mais bon, tout ce qui était un haut cadre de la boîte, c'était pas un petit employé. Et puis, on a retrouvé des milliers d'images pédopornographiques dans nos ordinateurs. Mais Dieu, on va déprogrammer Depardieu. Circuler, il n'y a rien à voir. Alors, troisième nouvelle, guerre Israël-Hamas. Alors ça, c'est le terme médiatique. Je l'appelle, moi, comme vous le savez, la deuxième guerre de Gaza.
Comme je vous l'ai dit, il y a plein de gens qui sont contents que ça s'appelle Israël-Hamas des deux côtés, aussi bien du côté du Likoud parce que voilà, bon, bah, c'est plus Israël-Palestine, c'est Israël-Hamas et Hamas égale barbare. Et côté Hamas, bah, pareil, Hamas égale Palestine. Donc dans les deux cas, je réfute totalement le fait d'appeler ça guerre Israël-Hamas. Pour tous les camps, c'est un foutage de gueule. Pour un Israélien moyen, c'est un mensonge. C'est-à-dire c'est son gouvernement qui lui ment. Il n'y aura pas d'éradication du Hamas à la fin de cette guerre. Il n'y en aura pas. C'est comme dire que la guerre d'Afghanistan, c'était une guerre USA-Taliban. Bah, les talibans, ils sont encore là. Donc, 20 ans plus tard, 3000 milliards d'investissements, la première armée du monde, une coalition de 50 pays, les talibans sont toujours là. Là, aujourd'hui, je crois qu'il faut être assez clair. Le Hamas, il sera là après cette guerre. Donc, c'est pas une guerre Israël-Hamas. Mais les deux camps sont très contents qu'elle s'appelle comme ça. Israël, enfin, le Likoud. Est-ce que le Likoud représente Israël? Ça reste tout un débat. Mais le Likoud est très content que ça s'appelle Israël-Hamas parce que, comme ça, Palestine égale Hamas. Et le Hamas est très content que ça s'appelle Hamas parce que, comme ça, Palestine égale Hamas. Qui va gagner dans cette affaire de communication? Bah, pour l'instant, c'est le Hamas. Il n'y a qu'à regarder sur TikTok. Israël considère qu'il a perdu la guerre de la communication. C'est une catastrophe. Sur tous les réseaux sociaux, c'est mortel. Et puis surtout, je rappelle que les Chinois, je l'ai mentionné dans une interview sur Omerta, mais les Chinois viennent de réaffirmer leur position concernant la solution à deux États, ce qui est un échec politique pour le Likoud. Ça n'aurait pas été un échec politique pour les partis de centre et de gauche, mais la gauche n'existe plus en Israël quasiment. Et surtout, la Chine vient de demander que toutes ces applications de cartes, donc Baidu, etc., métassent les frontières de 67. Donc ça, c'est quand même une affirmation politique très très forte. Alors, je lis quelques passages de la dépêche. Israël et la bande de Gaza ont commencé l'année sous les bombes, en effet. À Gaza, 24 000 civils sont morts maintenant. Ah oui, surtout... Le point important de cette dépêche, c'est que le Hamas continue à envoyer des roquettes. Donc, je veux dire, même d'un point de vue purement politique ou stratégique, au-delà de la politique, rien que là, c'est un échec, en fait. Avoir envoyé plus de puissance nucléaire que Hiroshima, parce qu'Hiroshima, si ma mémoire est bonne, c'était 15 kilotonnes de TNT. Là, on est sur plus de 20 000 tonnes de bombes maintenant. Et les bombes ont un explosif plus puissant que le TNT. Donc on a 20 000 tonnes de bombes avec un explosif plus puissant que le TNT. La bombe d'Hiroshima, c'était 15 kilotonnes, donc 15 000 tonnes d'équivalent TNT, juste pour donner une idée. Certes, il y a moins de morts qu'à Hiroshima. Pour l'instant, Hiroshima, c'était 50 000 morts sur le coup. Là, c'est 20 000. Mais quand même, je veux dire, on n'est pas sur quelque chose qui va être couronné de succès, quoi qu'il arrive. Et autant... Netanyahou pouvait utiliser la sidération émotionnelle israélienne pour faire ça, puisqu'encore une fois, en temps de paix, il n'aurait jamais pu faire une dinguerie pareille. Mais ça ne va avoir, même si on se place du point de vue purement israélien, ça ne va porter aucun fruit politique, zéro niette. Toutes les conséquences de cette opération vont être négatives pour Israël et on le voit déjà. D'ailleurs, aujourd'hui, vous avez tout un tas de penseurs et de stratèges en Israël qui se demandent comment ils vont sortir leur pays de ce merdier dans lequel l'extrême droite les a mis. Donc bon, bah, ça va être leur boulot, nouvelles élections, impeachment, destitution, j'en sais rien. C'est leur problème, mais aujourd'hui, la situation est ingagnable pour Israël. Donc, quitte à penser ça, autant se dire, autant arrêter tout de suite. Allez, déclarer une mission accomplie, on a rayé Gaza, c'est bon, nanana, et arrêter. Pour le reste, virer 2 millions de Palestiniens de Gaza, ce n'est pas possible. Je le répète littéralement à chaque vidéo. Certes, comme vous avez des gratteurs de vues à la petite semaine qui ont tenté de tronquer mon propos, je vais quand même faire un peu de pédagogie ici. C'est très important pour les attardés de toujours faire un peu de pédagogie, d'autant que les 10 attardés, en l'occurrence, ne sont pas très compétents en théorie des jeux. En théorie des jeux, la seule réponse à une évacuation de Gaza possible par le monde musulman, c'était la bombe atomique. Et la seule réponse non atomique, si on essaie de nuancer les options que pouvait avoir le monde musulman, donc il possède la bombe atomique via le Pakistan, je reviens pas là-dessus, c'était, au lieu des armes de destruction massive, les armes de construction massive. Mais on était bien sûr dans un scénario complètement hypothétique, que j'appelle pas de mes voeux, c'est quand même dingue que je doive expliquer ça, mais bon, on est à l'ère des gamins de 15 ans sur TikTok, je peux pas faire les choses autrement. Mais ça, c'était la seule réponse non nucléaire possible. J'avais appelé ça New Gaza, mais c'était une hypothèse complète. C'est pas réalisable côté israélien. D'ailleurs, on voit même des ballons sondes qui explosent en vol du genre on va les envoyer au Congo.
Je sais pas, enfin si plutôt je sais, dans quelle mesure des stratèges en Israël font des facepalms quand ils voient ce genre de nouvelles. Autant, certes, Ben Gvir, Netanyahou, etc., ou l'autre, j'ai oublié le nom, le ministre des Finances, autant eux, ok, ils y croient. Mais on revient au même problème que ce que j'avais évoqué typiquement quand je parlais de l'Ukraine, c'est-à-dire le make-believe. Le make-believe, la pensée magique. C'est-à-dire, si je le veux suffisamment, si je réfléchis suffisamment, si je me concentre suffisamment dessus, ça va devenir la réalité. Alors, je veux bien que ce soit vrai, par exemple, quand on est Jean-Claude Van Damme et qu'on veut devenir acteur. Ça, c'est vrai. Ça n'engage pas. Ça n'engage pas 2 millions, ça n'engage pas la volonté de 2 millions de personnes en face qui veulent pas que Jean-Claude Van Damme devienne acteur. Vous comprenez ? J'y crois tout à fait à la visualisation, à la pensée créatrice, à la capacité comme ça à se concentrer sur quelque chose. J'y crois tout à fait. Ça marche quand on est Jean-Claude Van Damme qui se dit dans une banlieue belge, un jour je serai une star à Hong Kong et à Los Angeles. Parce qu'il n'y a pas 2 millions de personnes qui s'opposent, qui se lèvent le matin en se disant je veux pas que Jean-Claude Van Damme soit une star. Personne fait ça. Là, par contre, en admettant que Netanyahou, c'est Smotrich, l'autre, et Ben Gvir, le trio infernal, et canaliser leurs pensées en se disant on y croit, on va dégager 500 000 Palestiniens au Congo, pendant que l'Afrique du Sud nous accuse de génocide devant les juridictions internationales, et puis on va en dégager 500 000 autres au Canada, puis le compte est bon, pif paf pouf. En face, il y a 2 millions de Palestiniens et 2 milliards de musulmans qui vont pas être pour cette solution. Voilà. Alors, encore une fois, faut jamais gâcher une bonne crise. Crise en grec, ça veut dire décider, krinein. C'est le moment idéal pour relancer des solutions à 2 États. Alors, je sais que Netanyahou en perdra les derniers cheveux qu'il a encore sur la tête, mais c'est le moment idéal pour relancer une solution à 2 États. Oui, démilitarisez, mettez tout ce que vous voulez, envoyez vos meilleurs diplomates pour exiger la démilitarisation de Gaza, mais reconnu comme un État souverain à la Monaco ou à la Singapour ou à la Chypre. Mettez vos meilleurs diplomates pour avoir un rapport de force concernant la Cisjordanie, pour l'appeler autrement, pour faire des binationaux. Démerdez-vous comme vous voulez, mais c'est le moment idéal pour faire une solution à 2 États. Sinon, Israël risque de tout perdre. Mais bon, j'ai l'impression que le trio infernal qui gouverne aujourd'hui n'est pas tout à fait conscient des risques dans lesquels il est en train de placer son pays. Quoi qu'il en soit, le simple fait que le Hamas puisse continuer à balancer des roquettes montre bien que c'est une défaite sur tous les plans, diplomatiques, économiques, stratégiques, politiques, social et militaires. Et militaires, puisqu'on a encore des roquettes qui partent. Bon. Donc c'est de la défaite sur absolument tous les plans, parce que la réaction n'était pas bonne. Et pourquoi la réaction n'était pas bonne ? Parce que Netanyahou, Ben Gvir et Smotrich, ils ont jamais eu envie d'éradiquer le Hamas, comme ils l'ont dit. C'est du pipeau irlandais. Je le répéterai pas assez, mais c'est ça la situation. Allez, dernière dépêche. Oui, certes, au Japon, on a eu un séisme. Alors, c'est vrai que le Japon est littéralement le pays le mieux équipé en moyens antisismiques. 7,5 sur l'échelle de Richter, c'est du sérieux. 84 personnes ont perdu la vie après le séisme du Nouvel An au Japon. Près de 80 autres sont toujours portés disparus. Et oui, on a eu un tsunami, bien sûr, après. Mais ce qui est assez frappant, ça reste la capacité qu'a le Japon, pays ultra-urbanisé, avec une densité de population énorme, à bouffer des séismes comme ça. Et ces moyens, ces méthodes antisismiques restent les meilleures au monde. Allez, juste avant de finir la partie publique de l'Octogone, l'armée américaine dit avoir coulé 3 navires houthis après l'attaque d'un cargo. Des hélicoptères de la marine américaine ont coulé 3 bateaux des rebelles houthis du Yémen. Rebelles ou selon comment on se place, qui avait attaqué un porte-conteneur en mer Rouge, a annoncé l'armée. D'après le porte-parole des rebelles yéménites, Yahya Sarri, le bombardement a causé la mort de 10 de leurs membres dans la matinée. Le ministère de la Santé du Hamas a indiqué que les opérations militaires israéliennes dans la bande de Gaza ont fait 21 822 morts depuis le début de la guerre. Toujours intéressant de voir qu'Israël a réussi le tour de force d'allier le Hamas et l'Iran. Alors certes, rhétoriquement, c'était possible de mélanger les deux, mais c'était 2 organisations qui se détestaient. Et puis en fait, aujourd'hui, on les retrouve à se coordonner avec des proxys tout autour. Bien sûr, il reste toujours le risque d'une guerre au Liban. Et on attaque l'année 2024 avec ce risque-là.
Israël se dit prête à laisser des navires acheminer immédiatement de l'aide humanitaire à la bande de Gaza par voie maritime. Oui, voilà, je voulais terminer là-dessus. A déclaré le ministre israélien des Affaires étrangères, désignant 4 pays européens, dont la France, comme participants potentiels. Ça, c'est très important. Le ministre des Affaires étrangères est dans l'opposition en Israël. Alors, je vais même reprendre là vite fait, parce que je ne l'ai pas en tête, le nom et son parti, parce qu'on est dans un gouvernement aujourd'hui qui tient typiquement par la cohabitation. Donc, actuellement, c'est Israël Katz. Alors, il est de quel parti, lui? Ah oui, non, ok, il est du Likoud, mais alors il est moins faucon que Netanyahou, en tout cas. Pour avoir, donc voilà, que je reprenne bien les choses. Donc, Israël Katz, ça c'est un point encore plus important finalement, qu'il soit membre du Likoud. C'est-à-dire un membre du Likoud lui-même a annoncé qu'il était prêt à laisser rentrer, enfin à lâcher du lest, concrètement. C'est-à-dire qu'il faut voir les choses comme ça, à lâcher du lest. Et ça me semble être vraiment une nouvelle, comment dire, importante sur le plan du diagnostic, du rapport de force qu'elle est en train de souligner, et j'insiste, il est essentiel d'utiliser la situation actuelle pour obtenir une solution de paix durable, pas de la paix foireuse, comme les accords d'Oslo ratés, bon, certes 2 assassinats, mais il va falloir une paix durable, il ne pourra pas y avoir de paix dans la région sans qu'il y ait de la justice. Il faut que les cinglés qui pensent qu'ils peuvent envoyer 2 200 000 Gazaouis dans le désert soient discrédités en Israël. Je pense qu'il y a suffisamment d'Israéliens intelligents qui sont prêts à penser comme ça. J'ai l'impression qu'une opportunité va s'ouvrir. Je ne peux évidemment pas parier sur le fait que cette opportunité pour la paix sera saisie ou non, mais je souhaite bien entendu qu'elle soit saisie.